Yélé, salutations à tous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez quand vous écouterez cet audio. J'aimerais saluer mes amis, je salue bien sûr toutes les Antilles, tous mes compatriotes antillais, qu'ils soient aux Antilles ou qu'ils soient dans l'Hexagone ou quelque part en Europe. Mais j'aimerais saluer mes amis africains. Mais j'aimerais aussi saluer mes amis africains, quel que soit là où ils se trouvent, quel que soit le pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, enfin, un peu partout. Il y a une chose que je dis souvent, c'est que le problème du noir, c'est le noir. Eh oui, certains n'aiment pas entendre ça, mais je le constate et je le dis. Le problème du noir, c'est le noir. La communauté humaine la plus mal organisée sur cette planète, c'est la communauté noire. Nous sommes mal organisés, nous sommes en retard dans tout, nous sommes en retard de développement, nous sommes mais vraiment au bas de l'échelle sociale, quel que soit le pays où nous habitons, quel que soit le pays, nous occupons le bas de l'échelle sociale. Alors certains disent que c'est le gouvernement qui serait responsable de ceci ou de cela, la colonisation. C'est vrai que sur le plan historique, la colonisation nous a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et jusqu'à aujourd'hui, nous subissons, nous vivons, nous souffrons des séquelles de cette colonisation qui ne nous a pas fait de cadeau. Ça, sur le plan historique, ça c'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, on sait... on a identifié, je dirais, le problème majeur de notre existence. Maintenant, nous devons passer à autre chose. Beaucoup de pays ont été des pays colonisés. L'Inde a été colonisée, même les États-Unis que nous voyons là, première puissance mondiale, a été une colonie de l'Angleterre. Beaucoup de pays ont été colonisés. La Chine a été colonisée, la Singapour a été colonisée. Enfin, beaucoup de pays ont été colonisés et ont réussi une fois qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient des pays colonisés et qu'il fallait passer à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Ils se sont organisés sans arrêt. Et ce sont des pays qui sont devenus de grands pays, de très grands pays. Dans ce que nous appelons les BRICS aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui étaient des colonies. Mais il faut savoir passer à autre chose. J'ai l'impression que nous passons notre temps à pleurer, dire que oui, on nous a fait. Moi, quand j'écoute les émissions, je me dis, mais on nous a fait, d'accord, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Mais maintenant, nous sommes majeurs, nous sommes de grandes personnes, comme dirait ma grand-mère. Il faut peut-être se retrousser les manches et se dire que maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, quand je dis que le problème du noir, c'est le noir, c'est parce que j'observe. Il suffit d'observer comment nous sommes divisés, comme nous détestons entre nous. On parle de racisme, mais je pense que le premier racisme, nous le trouvons à l'intérieur même de notre communauté noire. Eh oui. Alors, je me rappelle... il y a de cela quelques années, on était en 1982, c'est la première fois que je mettais les pieds à Paris. Je quittais ma petite Guadeloupe, j'allais à Paris étudier. Et en fait, j'ai débarqué à Paris, mais en fait, j'ai étudié à Bordeaux. C'est à Bordeaux que j'ai étudié. Alors, quand je suis arrivé à Paris, tout beau, tout nouveau, je viens d'arriver, on me fait visiter, on me conduit à droite, à gauche, on me fait visiter Paris, Paris. Ça c'est le quartier chinois, ça c'est le quartier indien, ça c'est le quartier algérien, je dis ok, mais oui, le quartier antillais. Silence total.
Je dis, mais je répète ma question. Où est la communauté antillaise dans tout ça? Où est le quartier commerçant ou commercial de cette communauté-là que nous sommes? Alors on m'a dit, oui, il y a un tel qui a un petit restaurant, puisque quand on vous parle de quartier chinois, ça veut dire qu'il y a plein de restaurants chinois, plein de magasins chinois, des bazars chinois, mais ils ont créé une espèce d'entité économique dans Paris pour leur communauté. Et alors là, on me répond que oui, mais il y a un tel qui a un restaurant, mais très très loin, hein, des fois dans une banlieue éloignée, perdue. Je dis, mais attends, mais on peut pas considérer qu'on existe alors qu'on n'a pas des espèces d'outils qui nous appartiennent. Ce sont des outils, ça, qui nous appartiennent. Quand on vous dit que, oui, ça, c'est le quartier chinois, ce sont des outils de développement de la communauté chinoise. Pour prendre l'exemple chinois. Je me rappelle que oh là 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 là. Ce métro-là s'appelait Métro Nation. Il me semble que c'était Métro Nation. Quand je suis arrivé, il y avait une espèce de boutique antillaise là. Et je me rappelle qu'il y avait un sous-sol et tout ça. On vendait des produits antillais là. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Un seul magasin. Une sorte de petite boutique, je ne dirais pas un lolo, c'était plus qu'un lolo. Parce que bon, je me rappelle qu'on m'avait emmené là un samedi après-midi, c'était plein à craquer, les gens faisaient la queue, etc. Il y avait du monde. Et je me suis dit, ah, ça c'est bien, au moins ça c'est bon, on existe. Je suis descendu à Bordeaux, étudier, quelque temps, enfin commencer mon année d'études à la fac, et je remonte sur Paris quelque temps après, peut-être 2 ou 3 mois après. J'allais voir la famille à Paris, et on m'a dit que cette boutique-là n'existe plus. Je dis, mais je crois que ça s'appelait la Maison des Antilles. Ouais, je crois que ça s'appelait la Maison des Antilles. Si quelqu'un connaît le véritable nom, mais il me semble que c'était la Maison des Antilles. Alors on m'a expliqué qu'il y avait des problèmes entre associés, il y avait ceci, cela. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais ce sont les versions que j'ai entendues. Alors je me suis dit que pour une fois, on avait réussi à créer quelque chose, hein, quelque chose de significatif, quelque chose de sérieux. Et là, on me dit, oui, ça n'existe plus. Donc, tout ce que nous montons sur Paris, en tant que communauté antillaise, mais je me demande même si ça existe, la communauté antillaise. Une communauté, c'est un groupe d'individus avec des règles de fonctionnement, avec une certaine culture, avec une certaine culture commune, je dirais, une ambition commune, un égrégore. Un égrégore, c'est je dirais, l'esprit commun à la communauté, à tous les membres de cette communauté-là. C'est une espèce d'énergie commune qu'on dégage, une énergie spirituelle qu'un groupe d'individus dégage. On appelle ça un égrégore. Mais en cas dit, mais où l'attendouillé, où sommes-nous? Qu'est-ce que nous cultivons? Qu'avons-nous? Je sais que nous organisons beaucoup de balles à Paris. Oui, c'est bien, moi, bien, mon petit bal, hein, j'aime bien m'amuser. Hein. Ne croyez pas que je n'aime pas m'amuser, hein, aimer rire, mais comme dirait ma grand-mère, il y a un temps pour chaque chose. Non, nous organisons beaucoup de choses. Je sais que la communauté antillaise organise beaucoup de choses, vraiment, mais c'est du divertissement. Mais maintenant, il faut s'approprier l'économie. L'économie. Faut entrer dans l'économie, il faut s'associer, faut créer faut avoir des projets communs, il faut créer des sociétés, créer des associations. Bon, je sais qu'il y a quelques associations, mais comme je viens de le dire, ce sont des associations qui organisent plutôt du divertissement.
Mais il faudrait qu'on sorte de cette image-là, qu'on nous colle tout le temps, l'image du jouisseur, celui qui s'amuse, qui prend rien au sérieux. Quand on regarde les réussites de Noirs d'une façon générale en Occident, eh bien nous réussissons dans le sport, nous réussissons dans la musique. Et une fois qu'on a quitté ces deux secteurs-là, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour faire des choses, pour créer ensemble. Nous n'avons pas la culture du réseau. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis un moment. Toutes les communautés qui réussissent ont la culture du réseau. Ah, voilà. Il y a quelques années de cela, en Guadeloupe, il y a des Chinois qui sont arrivés pratiquement dans le dénuement le plus total. Et ils avaient fait naufrage, je crois, quelque part en Guadeloupe. Et bien, cette même communauté qui est arrivée en Guadeloupe sans rien, et bien, c'est cette communauté chinoise qui est en train d'acheter toute la Guadeloupe. Et bien, c'est une organisation, c'est un réseau. Eh bien, un réseau, c'est une organisation, c'est un groupe d'individus qui arrive à fonctionner et avec des outils internes à cette communauté-là. Mais je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à faire ça. Ben, les Chinois sont les Chinois sont très organisés en réseau, très organisés. Ce sont des gens. Quand un Chinois arrive en Guadeloupe aujourd'hui, il y a déjà des Chinois de la Guadeloupe qui lui ont déjà trouvé un local commercial, ils ont déjà trouvé ci, ça, machin. On lui a déjà trouvé ce qu'il lui faut pour que quand il arrive, il puisse se lancer tout de suite. Ça, nous n'arrivons pas à le faire. Nous n'arrivons pas à le faire. Ça, c'est incroyable, ça. Et pourtant, nous avons des origines tribales. Et oui, même si nous n'aimons pas parler de l'Afrique et tout ça, je ferai une émission sur ça aussi, hein, histoire de l'Antillais et l'Afrique. Moi, je trouve ça tellement stupide qu'on dise, oui, nous n'avons rien à voir avec l'Afrique, etc. Mais nous sommes des Afro-descendants. Nous ne sommes pas des Africains, je dirais, sur le plan administratif, sur le plan politique, mais nous venons bien de quelque part. De plus en plus de Noirs américains revendiquent leurs origines. Eh oui, ils ont des origines de ci, de là, de ci, de... Mais Michael Jackson qu'on faisait passer pour une sorte d'aliéné, quelqu'un qui a changé la couleur de sa peau, mais il s'intéressait de plus en plus à l'Afrique, jusqu'à sa mort. Et je crois même qu'il a retrouvé ses ancêtres, hein, je crois qu'il a trouvé trace de ses origines là-bas, dans un pays africain. Et c'est bête parce que quand moi j'ai beaucoup voyagé, et quel que soit là où un Noir peut se trouver, on le considère comme un Africain. Peter Tosh avait fait une chanson sur cela, hein. Il avait fait une chanson et il disait que quelle que soit la nationalité que tu te donnes, pour le blanc, tu es un Africain. C'est bien beau d'aller très très loin et dire voilà, je suis de la Guadeloupe. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas où se situe la Guadeloupe. Ils connaissent un petit peu mieux la Martinique, mais ils connaissent très peu la Guadeloupe. Ils connaissent un peu plus la Martinique par rapport à Aimé Césaire, enfin ces gens-là, mais peut-être qu'avec Kassav, notre groupe Kassav, on nous connaît peut-être un petit peu mieux, mais sur un plan musical, un peu plus sur un plan musical. Mais si nous voulons réussir ensemble, je crois qu'il nous faut nous rassembler, quelles que soient nos origines, enfin, pas quelles que soient nos origines, quelle que soit notre nationalité ou nos nationalités, nous devons pouvoir nous réunir et créer des projets ensemble, faire des choses ensemble. Les Européens, là, vous croyez qu'ils s'entendent entre eux? Entre français et anglais, c'est la haine. Entre français et allemand, c'est la haine. Entre pêcheurs français, pêcheurs espagnols, c'est la haine. Ne croyez pas que les Occidentaux, les Européens s'entendent, non?
La différence, c'est que quand ils ont envie de réussir quelque chose, ils savent se mettre ensemble. Ils savent se mettre ensemble. Et j'aime bien à dire que ce sont des loups. Les loups se battent entre eux tout le temps. Les loups se battent entre eux. Ils n'ont qu'à manger l'autre. Mais ils se mettent toujours ensemble quand ils doivent aller chasser. Quand ils doivent aller chasser des proies, eh bien, ils se mettent ensemble. Je crois qu'il nous faut arriver à ça. Regardez dans la Caraïbe, les pays de la Caraïbe. Mais je ne parle même pas de l'Afrique, là. Je ne parle même pas de l'Afrique. Je parle de la Caraïbe. Il y a la Barbade, Trinidad, Sainte-Lucie, il y a ceci, il y a cela. Mais quelles sont les relations qu'il y a entre nous, là? Quelles sont les... Je ne parle pas de CARICOM, ces trucs un peu politiques. D'ailleurs, il y a une organisation qui s'appelle le CARICOM. Ben nous ne sommes pas, je dirais, des membres à part entière de cette organisation-là, puisque nous ne sommes pas indépendants. Il faut être un pays indépendant pour faire partie des États de la Caraïbe. Nous ne sommes pas un État. La Guadeloupe n'est pas un État, la Martinique n'est pas un État. Donc, on nous donne un strapontin dans ce genre d'organisation, mais nous ne sommes pas vraiment intégrés. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à se tendre la main, quel que soit le pays, hein, à partir du moment où nous avons des origines communes, parce que nous sommes des afro-descendants, on peut dire ça, pour les Occidentaux, nous sommes des Africains. Et oui, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent. On peut sortir le grand discours, oui, la Guadeloupe, c'est une entité, les gens pensent même que nous sommes une nation. Et oui, on m'a sorti ça dernièrement, la Guadeloupe c'est une nation. Et pourtant nous avons une carte d'identité française, nous avons un passeport français, nous avons un passeport même européen. Et nous revendiquons d'être une nation, enfin bon, ça c'est pas très objectif, je dirais, comme vision. Je pense qu'il faut partir du réel et des vérités qui sont les nôtres, en disant que bon, l'histoire a fait de nous ce que nous sommes. Nous ne sommes pas une nation, nous ne sommes pas un pays, nous sommes un département français, nous sommes une population française. Et ça devrait nous servir à pousser la réflexion encore plus loin et nous dire que maintenant on ne peut pas se contenter de ça, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, c'est ensemble qu'on est fort. Il faut se rapprocher des pays de la Caraïbe. Bon, c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue. Il y a des pays où on parle anglais. Bon, il y a des pays où on parle espagnol. Bon, mais maintenant, pratiquement tout le monde parle plusieurs langues. Hein. Maintenant, nos jeunes enfants, là, sur Google, ils apprennent des langues pratiquement tout seuls. Hein. C'est pas un souci d'apprendre une langue. Hein. C'est pas un souci d'apprendre une langue. Maintenant, il y a une application qui s'appelle Babel. Je crois qu'avec cette application-là, on peut apprendre plusieurs langues. Quand on veut, on peut. Voilà. Donc, pour revenir à mon sujet là, je me dis, mais si on veut être une communauté organisée, il faut être comme les Européens. Ils s'entendent pas, ils s'aiment pas des fois, mais ils savent se dire, bon, on se met ensemble, on crée l'Union européenne, on crée ceci, on crée cela, on crée ceci, on crée cela. Eh bien, le jour où l'un n'est pas d'accord, eh bien, il sort. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Et voilà. Mais ils ont essayé, ils ont fait un test, et quand ils ont vu que ça n'allait pas tellement dans le sens de leurs intérêts, eh bien, ils en sont sortis. Il faut qu'on arrive à faire de nos communautés. Quand je vois la rivalité entre Martiniquais et Guadeloupéens, une rivalité incroyable. Le seul endroit où je me suis fait traiter de sale nègre, c'était en Martinique par une femme qui était beaucoup plus noire que moi. Je suis noir, hein, mais elle était beaucoup plus foncée que moi. Ben, elle m'a sorti ça un jour, sale nègre. J'ai vécu en France des années. Je ne me suis jamais... J'ai reçu j'ai senti une forme de racisme, j'ai ressenti une forme de racisme, mais les gens ne m'ont jamais attaqué frontalement pour me traiter de quoi que ce soit. J'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé à l'éducation nationale, enfin on l'habitait, mais on ne m'a jamais insulté.
Je n'ai jamais reçu d'insultes racistes en France. C'est vrai que si quelqu'un m'avait insulté les yeux dans les yeux, il aurait passé un sale quart d'heure. Eh oui, il faut savoir se faire respecter. Comme dirait ma grand-mère, pour être respecté, il faut être craint. Et c'est ça notre problème, nous ne sommes pas craints. On ne nous respecte pas. On ne nous respecte pas. Des fois, nous-mêmes pas respecter nous. Des fois, nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Il y a de cela quelques années, on se moquait des Chinois, des yeux bridés des Chinois, de l'accent chinois et tout ça. Eh bien, depuis que les Chinois sont devenus une nation très forte, une puissance économique, une puissance militaire, tout ça, eh bien, la Chine est pratiquement en train de dépasser les États-Unis. Et pourtant, c'est un ancien pays colonisé. Eh bien, est-ce que vous voyez les gens se moquer dans les émissions, est-ce que vous voyez les gens se moquer des Chinois depuis quelques années? Non, on ne se moque plus des Chinois, parce que les Chinois sont respectés maintenant. Les Chinois sont respectés. Et oui, c'est comme ça. Pour être respecté, il faut être craint. On ne nous craint pas. C'est pour ça qu'on nous traite comme des chiens partout. Partout où vous allez, le noir est traité comme un chien. Parce que des fois, il ne se respecte pas lui-même. Il ne se respecte pas lui-même. Il se rabaisse. Et toujours en train de se rabaisser. Toujours. Moi, je n'ai pas ce souci-là. Hein. Non, toute la blanque a passé, enfin passé. Hein. Non, je n'ai pas de souci avec ça. Non, j'ai pas de problème avec ça. Donc, pour être respecté, il faut que les gens sentent qu'on a des cartes en main qui nous permettent de nous faire respecter. Nous avons des cartes en main. Notre porte-monnaie, c'est un outil, c'est une arme. Hein. Nous allons acheter là, nous voulons. Ah bon, tu ne nous aimes pas, eh bien, nous irons acheter là, nous n'allons pas acheter chez toi. Il y a un mouvement qui se développe aux États-Unis depuis récemment. Hein. Il y a un mouvement qui se développe aux États-Unis qui s'appelle Buying Black, acheter noir. Eh bien, ils ont compris que leur porte-monnaie, c'était une arme redoutable. Parce que quelqu'un peut être raciste, il ne nous aime pas, mais il ne refusera pas notre argent si on vient acheter chez lui. Mais s'il sent que nous le boycottons, eh bien, là, je ne dirais pas qu'il ne sera plus raciste, mais au moins, il ne se permettra pas de nous insulter, voilà. Le porte-monnaie, c'est une arme, déjà. Un jour, nous ferons le listing des armes que nous avons. Ce sont des armes, des outils que nous avons pour nous faire respecter. Le porte-monnaie. Ayot a beaucoup de commerce en Guadeloupe, à Martinique. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est bien implanté partout. Mais il suffit qu'en Guadeloupe ou en Martinique, on décide de le boycotter. On ne va plus acheter chez lui. Il va ouvrir son magasin, il n'y aura personne, et puis ben, il va tenir comme ça combien de temps? Dans un pays de la Caraïbe, McDonald's a essayé de s'implanter, mais dans ce pays-là, bon, les gens ne voulaient pas trop de ça. Les gens voulaient des restaurants traditionnels, etc. McDo est venu. Ces gens-là ont décidé de boycotter McDo. Ben, McDo est resté ouvert pendant 2-3 mois. Il n'y avait pas un chat. Eh bien, qu'a fait McDo? McDo a fermé et est reparti. Tout simplement. Notre porte-monnaie, nous ne sommes pas obligés à goumer. Nous ne sommes pas obligés d'aller nous battre contre des gens à droite, à gauche. Non, non, non. Notre porte-monnaie, simplement, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir énorme. Un pouvoir redoutable. Le porte-monnaie. J'achète où je veux. Alors, le concept Buying Black aux États-Unis, ça fonctionne très bien. Très, très, très bien. Et les Américains qui ont peut-être plus de conscience politique que nous, je parle des Noirs américains, puisqu'ils en ont bavé avec le racisme, la ségrégation aux États-Unis. Ils en ont bavé.
Donc, ce qu'ils ont pu acquérir avec l'aide de Martin Luther King, Malcolm X et tout ça, eh bien, ils préservent ça. Hein. Ils préservent ça. Alors, c'est un mouvement qui se développe, qui a beaucoup de succès. Eh bien, ils ont décidé qu'ils achètent uniquement dans les commerces noirs, de noirs en tout cas, tenus par les noirs. Et ça marche très bien, ça marche très bien. Ils ont déjà créé des emplois, ils ont déjà fait beaucoup de choses. Un jour, je ferai peut-être une émission plus complète là-dessus, mais ça fonctionne bien. Eh ben, l'outil là, c'est quoi? C'est le porte-monnaie dont je vous parle là. Hein. C'est le porte-monnaie, ce fameux porte-monnaie. Buying Black, ça s'écrit B-U-Y-I-N-G. Et plus loin, Black, B-L-A-C-K. Buying Black, on peut traduire ça par acheter noir, exclusivement noir. On peut faire la même chose un peu partout où nous sommes victimes de racisme. Le problème du noir, c'est le noir, et des fois nous nous dénigrons nous-mêmes. Nous nous dénigrons, nous considérons que nous ne sommes rien. Quelquefois, les gens vous disent ou Janoué, ou Jassi, ou Kao Comprena, ou Janoué. Ça, je ne supporte pas ça. Les Chinois ont été méprisés pendant très longtemps. Les Chinois ont connu une colonisation violente. L'Inde aussi, et les Indiens, une colonisation violente. Mais il y a eu Gandhi qui a œuvré pour que l'Inde soit un pays libre. L'Inde était une colonie de l'Angleterre. Hein. Voyez? Mais et quand on regarde les pays de Noirs, nous n'arrivons pas à nous libérer, même après l'esclavage, après la colonisation, nous n'arrivons pas à nous libérer de quoi que ce soit. Le Congo, c'est un pays qui, à lui seul, pourrait produire toutes les richesses de la planète. Le Congo, là où il y a la guerre, là, au Congo. Mais les Congolais ne se prennent pas au sérieux, ils ont joué. J'ai rencontré un gars, un Congolais, une fois, à Paris, c'est un sapeur. On appelle ça un sapeur, c'est quelqu'un qui investit des milliers d'euros dans les vêtements qu'il porte. Vêtements de luxe, ça la sape. Le gars portait, le jour où on m'a présenté ce gars-là, il avait sur lui pour au moins 5 ou 6 000 euros de vêtements. Il montrait ses chaussures, c'était à l'occasion d'une petite fête. Il montrait ses chaussures, il montrait sa veste. Ah ouais, ça j'ai acheté ça, c'est telle marque. Bon, je l'ai observé. Et quelque temps après, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans la situation, mais je me suis retrouvé avec des gens qui allaient le voir, ce type-là. Et on m'a dit, bon, on va voir un tel, il habite à tel endroit. On va le voir, effectivement. Le type habite dans une cave, sans chauffage, en France, à Paris, sans chauffage. Ah, mais il arrive à bricoler un petit radiateur comme ça, mais bon, ça c'est même très dangereux parce que c'est humide, c'est une cave, c'est très humide, l'électricité et l'humidité, ça n'a pas fait bon ménage. Hein. Et moi, quand j'ai vu là où le gars vivait, je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, le gars vit dans une cave, comme un animal. C'est pour vous dire que des fois, nous savons nous faire ridiculiser. Oui, nous savons nous faire ridiculiser. Tu es un sapeur. Mais beaucoup. Il y a de grands artistes qui pratiquent ça. Hein, qui pratiquent ça, mais ils en ont les moyens. Il y a de grands artistes, des chanteurs, etc., qui font ça, mais ils ont des moyens. Eh bien, qu'ils aient les moyens de le faire, bon, ça, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui n'en a pas les moyens, qui est obligé d'emprunter, qui est obligé de faire des jobs pour s'habiller à 6, 8, 10 000 euros de vêtements, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut qu'on apprenne à
à être, je dirais, rationnel, à être cohérent dans ce que nous faisons, pour que les gens nous respectent. Pour l'instant, les gens ne nous respectent pas. Il n'y a pas qu'à respecter les bon côté. Bon côté. Nulle part sur la planète, on ne nous respecte. Personne. Mais je me dis, mais des fois, mais et pourtant on a eu de grands penseurs, on a eu de grands modèles. On a eu pour l'Afrique, on a eu des gens comme Sankara. Sankara a essayé de mettre le Burkina Faso de l'époque. Non, avant c'était la Haute-Volta et puis c'est devenu. D'ailleurs, c'est lui qui a rebaptisé la Haute-Volta, qui est devenu le Burkina Faso. Et oui, et le type était en train d'entreprendre une révolution dans les esprits des Burkinabés. Et il a été assassiné par qui? Eh bien, par son meilleur ami noir, comme lui, Monsieur Blaise Compaoré, qui est devenu maintenant une sorte de paria dans la communauté internationale, parce que bon, il passe pour un traître, bon, voilà, un assassin, mais c'était à l'époque de Mitterrand. On a dû lui donner une belle valise d'argent pour faire ça. Les Blancs ne se trahissent pas entre eux, mais les Noirs se trahissent toujours entre eux. C'est rare, hein. Je ne dirais pas que les Blancs ne se trahissent jamais, mais c'est très rare. Mais les Noirs vendent des Noirs tout le temps. On se trahit tout le temps. On ne se respecte pas. Voilà. C'est coup de langue, des ragots, raconter des histoires sur un tel, parce qu'on croit qu'il va réussir, puisque la plus grande crainte d'un Noir, c'est de voir qu'un autre Noir qu'il connaît, ou son voisin, etc., frère ou sœur, est en train de réussir, ou donne l'impression de réussir, des fois, hein. Des fois, le gars n'a même pas réussi, mais il donne l'impression d'avoir réussi parce qu'il s'occupe de son corps, il s'occupe de son apparence, et voilà. Ça ne veut pas dire qu'il soit riche, qu'il ait réussi dans quoi que ce soit, mais la jalousie chez nous, c'est un défaut mortel. Mortel. Quelqu'un peut vous détruire juste par jalousie. Alors, tant que nous serons divisés comme ça, là, eh bien, nous ne progresserons pas. Nous allons réussir dans le sport, dans la musique. C'est dans cela qu'on nous a enfermés. Dans l'équipe de France de football, mais la grande majorité des joueurs, ce sont des Noirs. Ils ont besoin de nous pour ça, mais pour d'autres choses, ils n'ont pas besoin de nous. Et puis un Noir, quand il a réussi dans quelque chose, il n'épouse pas quelqu'un de sa communauté, il aille chercher d'autres communautés pour montrer que je ne sais quoi. Il a envie de montrer qu'il a réussi. Et pour lui, la meilleure façon de montrer cette réussite-là, c'est de montrer qu'il a épousé une Européenne ou un Européen. Prenez les grands sportifs noirs américains, eh bien, regardez leur conjoint. Qui sait hein, qui est leur conjoint à côté? Et comparé avec nos footballeurs français, antillais, qui sont dans les équipes de France, eh ben, ils n'épousent pas les gens de leur communauté. Donc, eh ben, la meilleure façon de déstructurer une communauté, eh ben, c'est d'agir ainsi. Nous n'avons pas une conscience politique. C'est ce qu'on appelle une conscience politique, c'est-à-dire apprendre les grands enjeux politiques qui existent dans le monde, comment ça fonctionne. Peut-être que la femme européenne qu'on met entre les bras du footballeur noir, ben c'est peut-être tout le résultat de tout un calcul. On a peut-être provoqué cette rencontre-là, et le gars croit que c'est lui qui a dragué la fille. Bon, il y a eu des cas comme ça. Je sais qu'il y a eu des cas comme ça, je l'ai su. Mais nous sommes très naïfs, nous sommes des gens extrêmement naïfs. Un Chinois, quand il va étudier quelque part, même s'il va étudier en France 10 ans, mais il travaille pour son pays. Son objectif, c'est de retourner chez lui et de construire son pays, d'aider en tout cas à la construction de son pays. Et oui, c'est comme ça. Nous, nos jeunes partent, ils quittent la Guadeloupe, ils quittent la Martinique et ils ne reviennent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune conscience de leur appartenance à un pays, qui en fait un pays sur le plan, je dirais, physique, géographique, qui s'appelle la Guadeloupe.
Je viens de dire qu'on n'était pas un pays sur le plan politique, sur le plan administratif. Nous ne sommes pas un pays, mais sur le plan, je dirais, physique. Nous sommes une île bien organisée, nous avons une culture qui est la nôtre, nous avons tout ça. On peut considérer, quand on dit le pays Marie-Galante, ça ne veut pas dire que la Marie-Galante soit indépendante, hein, mais c'est un pays qui a des particularismes, des spécificités qui sont particulières, vraiment. Des spécificités, une culture particulière qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans un département français de l'Hexagone. Voilà. Alors, bon, j'ai trop parlé là. En fait, j'ai commencé à parler de cette thématique-là, mais en fait, j'avais envie de vous faire écouter comment l'aliénation, c'est le fait, c'est un trouble mental, hein, c'est une maladie mentale qui fait qu'un individu n'est pas lui-même. Il est étranger à lui-même. C'est ça l'aliénation. Tu t'appelles Orthez, mais en même temps tu te prends pour, je ne sais pas, pour Michael Jordan. Tu crois être Michael Jordan. C'est l'aliénation. Ça, c'est schématique, hein, mais volontairement, j'ai pris un exemple simple pour que les gens comprennent. Alors, pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? Il y a dans notre communauté des Noirs, bien Noirs, qui se prennent pour des Blancs. Voilà. Eh bien, il se prend pour un Blanc, il réagit comme un Blanc, il pense comme un Blanc, il se sent Blanc. Alors, tout cela remonte à l'esclavage, bien entendu, parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves de maison et des esclaves des champs. Les esclaves des champs, ce sont des esclaves qui travaillaient à l'extérieur, sous le soleil brûlant. Et on avait les esclaves de maison. C'était des gens qui faisaient à manger à l'intérieur de la maison, qui nettoyaient les chambres des maîtres, des choses comme ça. Et ces gens-là se croyaient très proches. Ils se croyaient si proches du maître que finalement, ils se croyaient blancs. Oui, oui. Et souvent, les projets d'évasion des nègres des champs, des esclaves des champs, étaient dénoncés par les nègres de maison. Dès l'instant qu'ils avaient vent, qu'ils se préparaient quelque chose, eh bien, ils allaient dénoncer leurs frères qui essayaient de s'échapper. Alors aujourd'hui, nous avons ce même phénomène. Il faudrait peut-être que j'approfondisse ça un peu plus, hein, la notion d'aliénation. Mais aujourd'hui, bon, j'ai déjà trop parlé. Et puis j'ai un enregistrement à vous faire écouter. C'est un enregistrement qui m'a interloqué. C'est un enregistrement qui m'a choqué d'entendre un noir malien d'origine qui vit en France, qui est membre du Front National ou proche d'Éric Zemmour. Enfin, il est dans ces mouvances-là. Et le type a fini par croire qu'il était blanc. Voilà. Alors, je vous fais écouter cet enregistrement-là qui m'a vraiment choqué. Écoutez ça et je reviens. L'Afrique aujourd'hui se déverse en France et c'est un grand problème. Nous avons besoin de contrer cette invasion migratoire, mais c'est mieux que des gens qui viennent pour casser, qui viennent pour agresser les Français, leur voler leurs logements sociaux et pour jouer aux racailles. C'est les racailles que l'on voit étrangères qui viennent et qui, voilà, les sauvages comme je les appelle. Mais si ces gens-là ont les papiers français, je prends pas une défense de vous, mais si ces gens-là ont les papiers français, est-ce qu'ils sont moins français et est-ce que cette rhétorique, et je vous pose la question, c'est justement pas une rhétorique radicale qui finalement ne convainc que ceux qui sont déjà convaincus? Non, mais je pense que ce sont des jeunes Français de papier. Non, mais je pense que ce sont des jeunes Français de papier qui, voilà, sont là uniquement pour profiter du système. Il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui, et je pense que le système, non mais le système français, qui viennent pour profiter des aides sociales, qui sont les aides sociales, oui, voilà, tout simplement. Donc combien? Mais aussi des logements sociaux, d'accord. Il y en a beaucoup, on le sait très bien. Et aujourd'hui, je pense que ces personnes sont nuisibles à la société. Elles prennent la place des Français, tout simplement nuisibles. Et je pense, comme l'a dit Éric Zemmour, qu'il faut nettoyer tout ça. Donc il faut aujourd'hui passer un grand coup pour que nous puissions enfin vivre sereinement en France et surtout avec les Français. Et ça passe aussi par l'immigration, de s'occuper des gens, évidemment, parce que les gens sont envahis et chassés de chez eux. Donc forcément, de tous ces étrangers dont on ne veut pas, comme il l'a dit. Voilà, mais ça, qu'est-ce qu'on en sait? De tous ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas, et qui doivent revenir. Les Français ne veulent pas, mais les Français n'en veulent pas, et qui doivent repartir d'où ils viennent. Parce que nous n'en avons pas besoin de ces gens. La France, c'est pas un pays qui
prend des gens par besoin. C'est pas un pays métissé non plus, la France. C'est pas un pays métissé. Alors là, non. Là, on entre dans la créolisation. Non. Mais non, mais on vient tout, nous. La France est un pays. Les Gaulois, ils sont colonisés par qui? On se fait coloniser. On a pas colonisé, qui colonise après d'ailleurs. On parle aujourd'hui où on n'a pas besoin de créolisation, de métissage de la société. C'est le cas. Non, c'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas besoin de métissage, on n'a pas besoin de créolisation de la société, c'est un fantasme. Je sais pas pourquoi on aurait besoin de rajouter quelque chose dans la civilisation française qui va très bien aujourd'hui. On n'a pas besoin de ces gens-là, pardon. Non, la société va pas très bien. On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Donc voilà, le problème c'est l'Afrique, c'est pas l'immigration. Merci. Il faut dire les termes. L'immigration. Si le problème c'est l'Afrique, alors on gère l'Afrique. On s'occupe de l'Afrique. On n'a pas à s'occuper de l'Afrique. Non, est aujourd'hui massivement africaine, il faut le dire. Mais non. Quel est toi ton avis sur la question? Mais moi je pense tout simplement qu'il faut commencer par expulser. Social, on va expulser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Expulser. Putain, on parle du social. En effet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On expulse. On expulse. Mais tout simplement qu'il faut commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas. Hein, même si ça semble te faire bouillonner, mais on n'en veut pas de ces étrangers qui viennent profiter. On n'en veut pas, on n'en veut plus. On a assez accepté de monde. Ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque-là, et il faut que le grand remplacement prenne fin immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'ici 2060, comme l'a dit l'excellente Marion Maréchal, nous serons devenus une république africaine. Hein. C'est-à-dire qu'en France, il n'y aura plus de Français, mais bien que des Africains, tout ce qu'on veut. Donc, en aide aux Français qui sont dans une situation de précarité, il faut faire en sorte que les étudiants qui soient dans une situation précaire aussi puissent pouvoir vivre décemment quand ils font leurs études, apporter. Quoi, les étudiants étrangers? Ils repartent chez eux à la part de leurs études. Et les étudiants étrangers qui étudient très bien. Voilà. Et ensuite, j'ai pas dit. Ils repartent à la fin de leurs études. Ah, donc on les aide quand même, les étudiants étrangers. Voilà. Et ensuite, déjà, il y a une bonne partie qu'on laisse tranquille, c'est très bien. Non, mais évidemment, toute l'immigration n'est pas achetée à la poubelle, évidemment. Et le tiers qui vient pour la famille aussi, on la jette ou pas? Parce que c'est important la famille. Oui, non, ça. Non, de venir pour être proche de sa famille, les gens qu'on aime et avec qui on vit. Non. La famille, c'est une notion importante, la famille, je crois. Ah oui, en effet. D'accord. En effet. Mais c'est un peu trop facile. Pardon, mais voilà, c'est pas une raison d'accueillir tout le grand remplacement africain pour pouvoir. Non, mais pardon, mais pour pouvoir retrouver sa famille, ça c'est une excuse. Sa famille, voilà, ils sont 55, c'est facile, voilà. On retrouve. C'est très caricatural. Oui, mais c'est souvent comme ça. Donc voilà, c'est comme les mineurs isolés qui ont 41. Non, mais c'est comme les mineurs isolés qui ont 41 ans. À un moment donné, faut pas nous prendre pour des cons. Voilà, ça marche pas comme ça aujourd'hui. On se fera plus avoir et il faudra, à mon avis, à tour de bras ou plutôt à tour de charter, refaire rémigrer tout ce monde-là. Pourquoi un soutien à Éric Zemmour dans un premier temps en décembre 2021? Alors, j'ai soutenu Éric Zemmour au tout départ car j'avais vraiment la foi en ses convictions. Je croyais qu'il était cette nouvelle offre politique qui pouvait faire tout basculer dans le pays. Je ne voyais évidemment pas comme un prophète, bien sûr, mais je pensais qu'il avait les idées et la capacité à pouvoir bâtir une nouvelle force politique qui pourrait redonner envie à tous ces Français qui ne croyaient plus en la politique actuelle de retourner aux urnes, de retourner choisir par le vote démocratique, de retourner vraiment se mêler de politique, comme on dit. Donc moi, je pense qu'Éric Zemmour pouvait faire la différence. Et vous avez des responsabilités au sein de ce parti? Alors j'ai été responsable départemental de Génération Zemmour, donc mouvement de jeunesse pendant un peu plus d'un mois. Et voilà, il s'agissait de coordonner des actions militantes, de coordonner des tractages, des collages, etc. De gérer un petit peu tout ça. Voilà. D'accord, donc vous avez été victime de racisme au sein de Reconquête. Comment vous l'avez vécu? C'est quoi vos explications là-dessus? Une certaine déception, bien sûr, parce que certains étaient des amis. Voilà, quand vous avez des amis qui se mettent à vous appeler Negrito, qui se reconnaîtront sans doute, quand vous avez certains qui vous qualifient de traître, ou quand certains qui vous disent que vous êtes retourné parmi les nègres pour certains, ce sont des propos que je cite, qui sont arrivés, il y a des plaintes qui ont été déposées d'ailleurs à ce sujet, ça fait extrêmement bizarre, si je puis dire, c'est extrêmement choquant de recevoir des insultes pareilles de la part de personnes avec lesquelles vous avez eu de véritables actions, des combats, des convictions communes, ça fait de la peine, ça fait pas plaisir évidemment, mais bon, voilà, ceux qui sont partis, finalement c'est pas plus mal, voilà, mais il y en a qui ont utilisé la technique de la limace, voilà, peu à peu, ils se sont mis dos à dos contre moi, on sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Eh bien voilà, vous avez vu comment le type, je ne reviens même pas sur les détails dans l'enregistrement, mais quand le type dit « nous ne voulons pas de ceci, nous ne voulons plus de ces gens-là », quand il dit « nous », il se met dans la catégorie des blancs, hein. Il se croit blanc, il a fini par se convaincre qu'il était un blanc. Alors ce type-là s'appelle Tanguy David, c'est un noir d'origine malienne, qui vit en France et qui est membre du Front National. Voilà. Enfin, dans cette mouvance-là, tantôt il est avec le Front National, tantôt il est avec Éric Zemmour, dans le parti politique d'Éric Zemmour, je crois que ça s'appelle Reconquête, ouais, quelque chose comme ça. Sauf erreur de ma part. Eh bien, nous avons beaucoup de frères comme ça, de frères et sœurs comme ça, ils sont noirs, mais ils n'ont pas conscience d'être noirs, ils n'ont pas conscience d'avoir une histoire différente de l'histoire du blanc. Mais l'histoire du blanc, c'est une histoire qui est l'histoire du blanc. On en pense ce qu'on veut, mais le blanc a son histoire.
Mais à partir du moment où quelqu'un qui n'est pas blanc finit par croire qu'il est blanc, là, ça pose un grand problème. Alors vous imaginez, si demain ce type-là a des enfants et qu'il enseigne ça à ses enfants, mais écoutez, mais on ne s'en sortira jamais. On ne s'en sortira jamais. Moi, je suis écœuré. Mais il n'y a pas que lui, hein, je peux vous citer plein de gens qui parlent comme ça, j'en connais beaucoup. On a déjà le problème de division, de jalousie, on n'a pas la culture du réseau, on a tout ça, mais on a aussi des ennemis intérieurs. C'est ce que j'appelle des ennemis intérieurs, c'est-à-dire des gens qui, au lieu d'être de notre camp, de notre côté, puisque de toute façon, ils sont dans notre camp, eh bien, ces gens-là ont choisi de nous combattre. Le type veut renvoyer les Noirs dans leur pays, etc., alors que dans tous ces pays-là, il y a beaucoup d'Occidentaux qui sont bien installés. Je suis pas contre, hein, les gens vivent là où ils veulent, à partir du moment où ils sont acceptés là où ils vont vivre, ça ne me pose aucun problème. Moi, j'entends parler du sentiment anti-français dans ces pays-là. Non, il n'existe pas de sentiment anti-français. Les gens ne veulent plus de la politique africaine de la France, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de Blancs qui vivent en Afrique sans aucun problème, hein, au moment où je vous parle là. Pendant qu'il y a plein de problèmes politiques entre la France, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, mais dans tous ces pays, il y a des Blancs. Hein. Et je dirais même qu'il y a des Blancs qui ont épousé cette cause-là. Et oui, il y a des Blancs qui sont contre la politique française en Afrique. Ils sont contre ça. Puisque quand on dit qu'il y a un sentiment anti-français, ça voudrait dire qu'on est en train de lyncher des Blancs, hein, on brûle leurs maisons, etc. Non, 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 ça n'existe pas. Les gens sont très très bien. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas partir. Les Blancs que je connais là-bas, ben, ils sont très bien, ils ne veulent pas partir. Vous savez, il y a beaucoup de Blancs, quand je dis Blancs, des Occidentaux, parce que quand je dis des Occidentaux, il y a des Noirs qui sont des Occidentaux aussi. Et le type là qu'on vient d'écouter, c'est un occidental. Il a un mode de vie occidental. Donc quand je dis des Blancs, je pense à des gens en particulier. Je ne parle pas des Noirs. Et beaucoup de Blancs qui ont des retraites ridicules en France, eh bien, quand ils vont en Afrique, eh bien, ils se refont une santé. Ils se retrouvent bien, socialement, ils se refont une santé. Quelqu'un qui a 500 ou 600 euros de retraite en France, il va en Afrique, c'est un pacha. Hein? C'est un pacha. Il a des bonnes, il a des jardiniers, il a ce qu'il faut. Parce que le niveau de vie là-bas le permet. Vous voyez? Je connais beaucoup de gens, même en Guadeloupe, hein, qui ont eu une retraite tellement faible, eh bien, ils sont partis là-bas, eh bien, ils vivent très bien. Mais très très bien. Voilà, eh bien, je voulais vous faire écouter ce type-là. Vraiment, et pourtant, j'entends tout le temps ce genre d'individu, hein. Mais là, je me suis dit, puisque le type avait en face de lui 2 journalistes français qui étaient choqués. Là c'est un audio qu'on entend, on ne voit pas les images. Mais sur les images, on voit l'étonnement des journalistes qui entendent ça. Le type dit, nous les Français, nous ne voulons pas des Noirs, etc. Mais ça prouve que le ridicule ne tue pas. Voilà, eh bien, je voulais vous apporter cette réflexion-là aujourd'hui pour vous expliquer que notre problème, c'est nous. Donc, la solution, c'est nous qui devons la trouver en nous-mêmes, dans notre communauté, essayer de dépasser toutes ces espèces de tares que nous avons, comme la jalousie, la sorcellerie, quand il fait un tel mal, quand il fait un choix, non, il faut qu'on arrête avec ça. On est au 21e siècle, on ne peut pas continuer comme ça. Surtout que beaucoup de pays et de communautés qui ont connu l'esclavage, qui ont connu tout ça, mais ils sont en train de grandir, de pousser, d'évoluer, de se développer. Et là, nous sommes dans nos petits cancans, fait coup de langue en nous, petit coup de langue en nous, machin, mais ça ne peut pas marcher. Nos petits ragots entre machin, descendre un tel, dire du mal d'un tel, aller semer des liquides maléfiques devant la porte d'un tel. J'ai vu ça plusieurs fois. J'ai surpris un type en train de faire ça une fois. Mais j'ai même failli écraser le gars.
Le gars venait de déposer une cochonnerie devant la porte de quelqu'un. Il était tout nu comme un verre. J'étais allé animer une soirée quelque part. À l'époque où je faisais beaucoup d'animations, de radio et tout ça, on me sollicitait beaucoup. Eh bien, j'ai vu ce gars-là, il a failli traverser devant moi pendant que je roulais. Et comme il était tout nu comme un verre, mais il avait des chaussures blanches, il était tout nu, mais il avait des chaussures blanches. Ce sont les chaussures qui m'ont permis de le voir et j'ai freiné. Et je me suis rendu compte qu'il venait de déposer un paquet, enfin, quelque part, devant la porte de quelqu'un, devant la maison de quelqu'un. Voilà, tout ça c'est pour vous dire que tout ça, il faut qu'on arrive à faire autre chose que ça. Non, il faut qu'on arrive non, on peut pas rester comme ça. On ne peut plus se permettre de continuer à vivre comme nos arrière-grands-parents ont vécu. Et ils avaient un niveau peut-être intellectuel qui peut-être ne correspond... disons, leur niveau intellectuel n'était peut-être pas de nature à les élever. Mais aujourd'hui, dans toutes les familles, il y a au moins un bachelier, il y a des gens, les gens sont instruits, même nos enfants, ils savent aller sur Google, prendre des informations. C'est ça maintenant. Maintenant, tout le monde a une adresse email, les gens, on a évolué dans beaucoup de domaines, mais nous sommes restés, dans d'autres domaines, nous sommes restés, enfin, nous les Noirs, nous sommes restés petits. Les autres grandissent, mais nous sommes restés petits. Alors, le type qu'on vient d'écouter là, moi j'aurais aimé que nous ne tombions pas dans ce genre de piège à tenir ce genre de discours, parce que le blanc, moi j'ai vécu avec des blancs, dans le pays des blancs, j'ai beaucoup voyagé. Le blanc c'est un hégémoniste. Un hégémoniste c'est quelqu'un qui est pour l'hégémonie, la supériorité de sa race. Tu vas entendre quelques blancs, oui, qui épousent notre cause comme ça, ou nos causes, mais la plupart regardez ce que font les Américains. Ils disent être des démocrates et tout ça, mais en même temps, il suffit que tu fasses pas leurs 4 volontés, eh ben, ils sont capables de te bombarder, de prendre des sanctions contre toi, mais parce que c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme. Eh bien, voilà, eh ben, j'espère avoir apporté une certaine réflexion. Oui, bon, voilà. C'était pas très construit, je suis allé peut-être dans tous les sens, mais bon, je n'avais rien préparé spécialement, mais je crois quand même avoir apporté quelques bonnes réflexions, quelques bons sujets de réflexion en tout cas, à nos frères et sœurs, quel que soit là où ils se trouvent. Là, je m'adresse à tous mes frères et sœurs afro-descendants. L'heure est venue maintenant de faire la ronde, comme disaient nos anciens. Donc, on fait la ronde. On se tient par la main, on essaie de s'entraider. Commençons par créer des petits réseaux de ceci ou de cela. Hein? Créons des choses comme font les Noirs américains. Ils sont très inventifs, très créatifs. Parce que difficile. Les policiers blancs aux États-Unis tirent sur les Noirs comme si c'était des pigeons hein, qu'ils abattaient. Hein. J'ai une cousine qui vit aux États-Unis et qui me dit, mais quand son mari va travailler, elle a peur toute la journée parce que elle ne sait pas ce qui peut se passer. Un contrôle de police peut très vite dégénérer. Hein, quand c'est un noir qu'on contrôle et le policier, c'est un policier blanc raciste, ça peut dégénérer très très rapidement. Il peut y avoir un mort dans les secondes qui suivent. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bien prendre soin de vous parce que la santé, c'est quelque chose de fabuleux. Et ma grand-mère me disait tout le temps, la plus grande richesse d'un être humain, c'est sa santé. Et sa seconde richesse, c'est sa liberté. Vous voyez? Santé et liberté. Si on a la santé, on peut travailler, on peut voyager, on peut œuvrer, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire du sport, on peut réussir dans plein de choses. Parce qu'on a la santé. Je connais des gens qui sont très maladifs, qui sont souvent malades, qui n'arrivent pas à travailler, qui n'ont pas une carrière bien construite, parce que ces gens-là sont toujours absents, sont toujours à médecin. Ça, c'est quand on perd la santé.
Et nous avons une vie tellement trépidante aujourd'hui, eh ben, nous faisons beaucoup de choses qui vont nous faire perdre notre santé souvent, parce qu'on n'a pas le temps de se reposer, nous n'avons pas le temps de nous occuper de nous-mêmes, eh ben voilà. Eh bien, une fois qu'on a perdu sa santé, après ça devient très difficile de retrouver cette santé-là. C'est très difficile. Très difficile. Surtout quand on a attrapé une maladie qui ne guérit pas, incurable, comme on dit, ça devient très compliqué. Donc prenez soin de vous. Créer des petits réseaux entre vous. Moi, j'ai mes petits réseaux, hein. Pas mes petits réseaux, j'ai mon réseau d'amis. Quand j'ai besoin de ceci ou de cela, je sais qui j'appelle. On n'a pas un grand... Il faut essayer de ne pas avoir de grands réseaux, mais des petits réseaux comme ça. Voilà, des petits réseaux d'achat. Mettre nous ensemble pour nous faire course en nous de façon groupée. Pour nous ni des prix, enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a des commerces où on vend en gros, on fait de la vente en gros. Je connais des gens qui se sont regroupés, eh ben, ils vont faire des courses en gros. C'est une personne qui paye, qui fait les courses, et après la distribution se fait, etc. Mais ils ont des prix extraordinaires. C'est un exemple. Les autres font des réseaux, nous n'arrivons pas à faire des réseaux. Les Juifs réussissent, c'est parce que c'est un grand réseau international, hein, les Juifs. C'est un grand réseau international qui tient le monde entier sur le plan économique. Ce sont des gens très forts. J'aurais aimé qu'on soit aussi forts. Je les admire pour ça. Ce sont des gens qui savent faire du commerce. Ce sont des gens... Ah non, ça c'est très puissant. Les Chinois sont devenus comme ça aussi. Les Libanais que nous avons chez nous en Guadeloupe, les Syro-Libanais, comme on dit, Syriens et Libanais qu'on a en Guadeloupe, ce sont des réseaux aussi. Hein. Ce sont des réseaux. Eh bien voilà, j'ai assez bavardé. Je vous laisse réfléchir sur tout ce que j'ai dit là. Partagez cette émission-là, abonnez-vous pour ne pas rater. Je ferai de plus en plus d'émissions de ce type-là. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous cliquez sur s'abonner et puis voilà. Eh bien, je vous salue tous. Et je vous le répète, prenez soin de vous, soignez votre santé. Voilà. Allez, bye, salut.